Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis un certain temps, on parle de la nécessité d'une révision constitutionnelle au Mali. D'ailleurs, la chose est prévue dans le programme d'activité gouvernementale au cours de l'année 2016. Il en a été question dans la déclaration de politique générale du gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta, une déclaration adoptée par l'Assemblée nationale. Toutefois, rien n'a été précisé quant au calendrier. Quels sont les contours de cette révision de la Constitution ? La nécessité d'une telle réforme est-elle liée à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Qu'est-ce qu'une telle réforme pourrait apporter au pays? Les habitants des régions du Nord pourront-ils tous prendre part au référendum? Sinon, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence? Les observateurs s'interrogent et le Malien Larue n'est pas forcément indifférent à ces interrogations, des interrogations si légitimes que nous avons voulu les partager avec nos invités du jour qui sont Maître Abdraman Touré, il est avocat au barreau, il sera en ligne. Nous avons Draman Diarra, il est le président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali. Il est en même temps juriste, il est là dans ce studio. Nous avons également dans ce studio Chaka Tcheblé Doumbia qui est analyste au Centre d'analyse politique et économique. En ligne, nous aurons dans une quinzaine de minutes Adam Thiam qui est éditorialiste. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Une réforme constitutionnelle prévue au cours de l'année qui vient de démarrer. Qu'est-ce qui rend une révision de la constitution malienne nécessaire aujourd'hui? C'est la première question que nous allons adresser à nos invités, à commencer par vous, Draman Diarra, vous qui êtes le président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali et juriste. Pardon pour la question. La question est donc la suivante. Qu'est-ce qui rend cette révision, la révision de la constitution malienne nécessaire aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Fomba. Et bonsoir aux auditeurs de Studio Tamani. Je pense que aujourd'hui, ce qui rend la révision, sinon la réforme constitutionnelle, parce qu'on ne sait pas si c'est une révision ou bien carrément un changement de constitution, auquel le Mali va cheminer. Cela est rendu nécessaire par la profonde crise qui sévit dans notre pays depuis déjà quelques années. Et c'est vrai qu'il n'y a pas changement de constitution généralement de façon paisible. Ça survient chaque fois à l'issue de guerres, à l'issue de coups d'État, à l'issue de crises politiques aiguës, très graves. En tout cas, d'événements graves, c'est cela. Exactement. Or, nous savons que les crises qui sévissent au Mali depuis quelques années sont de nature, et moi je suis d'avis avec ceux qui pensent que c'est de nature à provoquer même un changement de constitution. Je pense qu'on n'aurait pas dû attendre même l'avènement d'un accord politique du genre de l'accord issu du processus d'Alger pour enclencher le processus de révision ou de réforme constitutionnelle. D'ailleurs, je suis de ceux de la société civile qui avaient quand même écrit aux candidats à l'élection présidentielle de 2013 pour leur dire que le prochain président du Mali devrait, pour la première chose à faire, convoquer une assemblée constituante bien avant d'organiser les élections législatives pour jeter les bases de la 4e République. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas avec l'accord que cette question vient en premier rang, mais déjà avec la nature de la crise que nous connaissons depuis quelques années, cette réforme était rendue indispensable. Nous avons donc en ligne Maître Abdraman Touré. Monsieur Touré, bonsoir. Oui, bonsoir. À votre avis, pourquoi une réforme de la Constitution ou une révision constitutionnelle aujourd'hui au Mali? Alors, merci M. Touré. Bonsoir à nos chers auditeurs et à nos invités. M. Draman Diarra sur le plateau que je connais très bien. Et son copanéliste également. Bonsoir à tout le monde.
Donc, moi, par rapport à la question du pourquoi la révision, modification de la Constitution maintenant, je pense que c'est une situation, Draman l'a évoqué en partie, qui peut trouver une explication dans la disposition de l'accord qui est en cours. Mais je pense que c'est au-delà de cela, parce que quand on regarde l'accord même, l'une des questions qui touchent à la modification de la Constitution, notamment celle de la mise en place du Sénat, elle est prévue dans la période comprise entre 18 et 24 mois. Donc, pour moi, ce n'est pas cela qui est la seule explication. Il doit y en avoir d'autres. Il faut remonter un tout petit peu aussi dans l'histoire récente du Mali. Et vous allez convenir avec moi que sous le régime ATT, il y avait eu une tentative de modification de la Constitution. Et il y avait plein de choses qu'on voulait insérer dans le projet qui n'a pas eu lieu. Vous voulez parler du rapport d'Aba Diawara? Voilà, donc depuis cette époque, on avait commencé à parler. Je pense qu'il faut remonter jusqu'à ce niveau parce qu'il y avait quand même un travail qui avait été fait, mais ça a été arrêté pour les raisons que vous savez. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je pense que la modification, il y a deux choses. L'initiative de la modification, elle appartient au pouvoir public, ils ont le droit de le faire. Maintenant, les motifs de la modification, ça n'a pas été donné. Donc moi je pense qu'on va peut-être attendre les autorités pour qu'elles nous disent quelles sont les raisons pour lesquelles elles veulent maintenant modifier. Sinon, au-delà, on va continuer vraiment à donner nos points de vue sans pour autant être sûr de trouver la vraie motivation et les vraies raisons et les points qui seront les points saillants vraiment qui nécessitent cette modification. À ce jour, je pense qu'on n'a pas tous les éléments, mais nous avons des pistes. On se dit que peut-être l'accord est un facteur propulseur de cette volonté d'aller vers cette révision de la Constitution. Alors, retour dans ce studio pour donc nous adresser maintenant à Chaka Tcheblé Doumbia. Je rappelle qu'il est analyste au Centre d'analyse politique et économique. Monsieur Doumbia, dites-nous, pour l'instant, c'est vrai, les autorités n'ont pas expliqué, on le disait tout à l'heure, les raisons de cette réforme, de cette révision en vue. Mais vous, à votre avis, quelles seraient les motivations profondes? Ok, merci beaucoup, Monsieur Fomba. Bonsoir à tous nos auditeurs et je profite de l'occasion également pour dire bonsoir à mon directeur Touré qui est mon directeur de l'autre côté. Moi, à mon avis, comme l'a dit tout à l'heure M. Diarra et M. Touré, la révision de la Constitution, la problématique de la révision de la Constitution au Mali ne date pas de l'accord d'Alger. Bien avant ça, il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens. Tu as parlé du rapport d'Aba Diawara et ce rapport met l'accent sur les relations c'est-à-dire les rapports de force entre les différentes institutions, les dysfonctionnements au sein de certaines institutions. Et donc, pour te dire qu'avant même l'accord d'Alger, il était impérieux de réviser la Constitution du 25 février 1992. Maintenant, revenons à l'accord d'Alger. Quand on prend l'article 3, il dit que les institutions de l'État prendront les dispositions requises, législatives, réglementaires, voire constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre de l'accord. Donc, ça veut dire que quand on continue d'explorer dans cet accord, de chercher davantage dans cet accord, il y aura forcément, à mon avis, des points qui exigeront la révision de la Constitution. Alors, à vous entendre tous les trois, on comprend nettement que la révision dont on parle, la révision de la Constitution n'est pas forcément liée à l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais ceci dit, il y a quand même certains analystes, c'est une parenthèse qu'on va ouvrir, certains analystes jugent nécessaire que la Cour constitutionnelle vérifie d'ailleurs la conformité de l'accord de paix avec la Constitution en vigueur. Votre avis, Draman Diarra? Ça devrait être, à mon avis, le cas, mais vous savez, le problème de l'accord avec la Constitution, j'avoue que là-bas déjà il y a une sorte de conflit. Parce que contrairement à des accords précédents, notamment le pacte national qui, dans son point 77, évoque s'inspire de la Constitution de 1992, mais l'accord issu du processus d'Alger ne fait pas cas de la Constitution. Et pire, l'accord dit que pour sa mise en œuvre, il pourrait être nécessaire de revoir la Constitution. Donc, à ce niveau, il y a une problématique très sérieuse. Il y a une cacophonie, au demeurant.
c'est pourquoi on a évoqué, c'est vrai, on a évoqué que les initiatives, mon nom est remonté à ATT, mais c'est depuis sous Alpha qu'il y a eu des velléités de révision de la Constitution, en 2001 en l'occurrence. Donc, on sait à ce niveau qu'il y a un conflit. Mais cet accord ne peut être qu'un accord de droit interne. Donc, ce que vous dites, si c'est dans l'ordonnancement juridique interne, normalement, ça devrait être le cas de confronter cet accord à la Constitution. On ne devait pas se limiter à la lettre de l'accord qui n'accorde pas assez d'importance à notre Constitution. Voilà. Alors, Maître Touré, toujours en ligne. Dites-nous, Maître, on a compris, la réforme de la Constitution est aujourd'hui une nécessité, mais est-ce que la vérification de la conformité de l'accord pour l'appel à la réconciliation avec la Constitution est aujourd'hui une nécessité? Bon, moi, je pense qu'on se pose beaucoup la question, mais si on prend la chose sous l'angle purement juridique, la nature même de cet accord, ce n'est pas un traité ratifié, donc ce n'est pas un document qui a une force de loi, ce n'est pas un accord international, c'est un accord entre Maliens. Donc la Cour constitutionnelle a vocation à statuer sur des normes qui ont une force de loi, c'est-à-dire des textes formels adoptés par le Parlement ou en tout cas des traités ratifiés aussi par le Parlement. Donc dans ce cas, on n'est pas dans ce cas de figure, de sorte que la nature juridique de l'accord même fait qu'il ne peut pas faire partie quand même du champ du contrôle de constitutionnalité qui ne porte que sur les normes qui ont une valeur de loi. Donc à ce niveau, je pense que ce n'est juridiquement pas possible, mais ce qu'il y a lieu de faire simplement, c'est de voir dans cet accord, il y a des principes qui sont un peu disséminés au travers des articles qui peuvent porter non seulement atteinte à l'égalité entre les Maliens, mais aussi font une forme de rupture entre les Maliens. C'est-à-dire qu'ils portent atteinte aux critères qui donnent à la République sa vraie force, c'est-à-dire l'égalité de traitement indifféremment de son appartenance ethnique, d'obédience et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment, il y a des situations de ce genre dans cet accord maintenant qui peuvent vraiment écorcher un tout petit peu les valeurs qui donnent à l'État sa forme républicaine. Et là, on peut peut-être essayer de l'expliquer à travers des normes inférieures, mais pas aller jusqu'au niveau du contrôle de constitutionnalité. En allant vers le contrôle de constitutionnalité, on veut simplement dire que le Mali a signé un accord avec l'État, donc qui doit passer devant le Parlement pour ratification, donc force de loi, et subséquemment maintenant le contrôle de la Cour constitutionnelle. À ce jour, juridiquement, il n'y a pas de voie possible pour cela. Mais ce qui est possible simplement, c'est de voir les principes de la Constitution, l'égalité de traitement entre les Maliens, tous les textes de cet article qui peuvent porter atteinte à cela. On essaie maintenant de les redresser dans l'application. Parce que l'accord est une chose, sa mise en œuvre en est une autre. C'est à ce niveau que notre génie collectif est interpellé. Et nous devons faire montre quand même d'intelligence et beaucoup de pragmatisme pour ne pas écorcher les principes qui donnent à l'État sa forme républicaine. Chaka Tcheblé Doumbia. Oui, l'accord a été signé entre les Maliens, entre nous-mêmes. Cet accord a été signé pour trouver une solution à la crise. Donc, partant de cela, si nous essayons de caler cet accord-là, c'est-à-dire de placer cet accord dans la hiérarchie des normes, ça va poser des problèmes, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Touré. Mais là, ce que je souhaiterais ajouter à ce niveau, c'est que quand on veut respecter tous les termes de cet accord, nous n'aurons pas d'autre choix. Il va nous falloir réviser la Constitution. Et là, le point, par exemple, portant sur l'élection au suffrage universel direct des présidents des assemblées régionales, il fait aussi que ces présidents des assemblées régionales soient également le président de l'exécutif. Or, avec la constitution que nous avons, c'est le président de la République qui nomme le représentant de l'État au sein. Donc, si nous essayons de revoir ces dispositions dans cet accord et prendre la constitution que nous avons, il n'y aura pas d'autre choix que de réviser la constitution. Studio Tamani, dans une trentaine de secondes, il sera 18h30. Nous allons observer notre première coup de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je rappelle que ces deux réformes, la réforme constitutionnelle ou la révision de la Constitution du Mali, c'est de cela qu'il est
question aujourd'hui dans notre émission Le Grand Dialogue pour parler de ce sujet combien important. Nous avons 4 invités. Nous avons Maître Abdraman Touré, il est avocat au barreau. Nous avons Draman Diarra qui est le président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, il est juriste. Dans ce studio également, Siaka Tchablé Doumbia, analyste. Dans moins d'une dizaine de minutes, nous aurons en ligne Adam Cham. Alors, la question qui suit, c'est celle-là. Une réforme, une révision de la Constitution, ça doit se préparer, ça doit s'expliquer, même faire l'objet des débats. Vous l'avez dit, on ne connaît toujours pas le contour de cette réforme. Alors, l'événement prévu courant 2016, est-ce qu'il y a déjà des signes concrets qui prouvent que cela va avoir lieu en 2016? Je pose la question à Draman Diarra. On ne peut que demeurer à cet instant précis dans l'expectative. Dans la mesure où, si vous jetez un œil sur l'article 118 de notre Constitution, cet article ne permet pas une révision constitutionnelle lorsque l'intégrité territoriale, il est porté un coup à l'intégrité territoriale. Qui peut ne pas reconnaître que c'est le cas aujourd'hui au Mali avec la situation qui prévaut à Kidal. Alors, on peut être amené en ce moment à se poser la question, mais quand est-ce que nous allons recouvrer la plénitude de l'intégrité territoriale du Mali pour ensuite faire face à cette révision ou à cette réforme constitutionnelle. Donc vous voyez qu'on va de contingence à contingence. Et la situation ne dépend pas que du bon vouloir ou que d'un facteur. Il y a beaucoup de contingences qui sont là. Tant qu'on n'a pas l'intégrité du territoire, or on ne sait pas quand est-ce qu'on va recouvrer. Ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, ou même peut-être en 2017. Voilà. Maître Abdraman Touré en ligne. Dites-nous, Maître Touré, vous pensez qu'il est réaliste de pouvoir organiser en fait un référendum au sujet de la Constitution cette année, courant en 2016 donc? Bon, courant 2016, Draman l'a dit tout à l'heure, nous sommes vraiment dans une phase où personne ne maîtrise quoi que ce soit. Et le réalisme ou pas, ce qui est certain, le blocage d'ordre constitutionnel qui vient de se lever est une réalité que personne ne peut nier, sauf à vraiment se poudrer et essayer de contourner cela par des astuces, vraiment des artifices et des astuces. Mais ce qui est sûr, vous l'avez constaté, même des élections dans certaines parties du Mali, notamment au nord, n'ont pas pu avoir lieu parce que certains groupes armés s'étaient opposés manifestement. Et quand on parle de référendum, on parle quand même de mobilisation de la population, on parle également d'événements, de consécration, de bureaux de vote, etc. Le contexte sécuritaire, état d'urgence aussi existant en la matière, ça fait vraiment un certain nombre de cocktails et de mélanges qui peuvent nous pousser à penser vraiment que les conditions, en tout cas à ce jour, ne paraissent pas réunies pour pouvoir aller vers une consultation référendaire afin d'avoir une modification éventuelle de la Constitution. Le timing non plus n'a pas été donné. Je pense que dans ce genre de process, c'est quelque chose qui va être planifié. On va nous donner également le timing à travers lequel on souhaiterait vraiment faire cette modification, puisqu'on n'a pas également ces éléments, mais les éléments factuels qu'on a au jour d'aujourd'hui ne nous permettent pas de dire vraiment que ça va être quelque chose de faisable, sauf à entendre les autorités, le gouvernement sur le planning. Chaka Tcheblé Doumbia, les juristes disent que l'occupation d'une partie du pays en matière de réforme constitutionnelle pose problème, mais au-delà de tout cela, l'organisation matérielle même d'un référendum constitutionnel ne va-t-il pas poser de problème puisque l'État est absent dans certaines localités du Nord? Moi, je pense que cette question rejoint à peu près la donne sécuritaire qu'ils ont tout à l'heure soulevée, mais au-delà de ça, quand on veut réviser une constitution, à mon avis, ce n'est pas du jour au lendemain où on va se lever pour dire qu'on va réviser la constitution. Il faut mettre en place des commissions, des experts là-dessus, essayer d'analyser qu'est-ce qu'il y a lieu de prendre en compte, qu'est-ce qu'il y a lieu d'analyser pour donner un coup d'accélérateur à cette. Donc, juste pour dire qu'au-delà de cette situation sécuritaire, sur le plan matériel, nous ne sommes pas encore prêts. On ne peut pas dire que courant 2016, cette constitution pourra être révisée parce que ça va demander des études, ça va demander des analyses et ça va également demander de la mobilisation de la société civile autour du projet.
Dites-nous à présent, Draman Diarra, vous qui êtes le président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, certains estiment quand même que pour aller à une réforme, une révision de la Constitution, il faut penser à organiser d'abord une conférence nationale. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas toujours nécessaire d'organiser une conférence nationale. On peut aller à une révision constitutionnelle. D'ailleurs, vous avez vu les tentatives avortées, les 2 tentatives récentes avortées ne sont pas passées forcément par des conférences nationales. Mais il y a une nécessité absolue d'imprégner le citoyen par rapport à la volonté de parvenir à la révision constitutionnelle, aux éléments qui doivent changer par rapport à la Constitution. Ça, au moins, c'est une nécessité. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui évoquent une éventuelle conférence nationale s'appuient plus sur le contexte de crise que sur la révision ou la réforme constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens, on avait besoin de quoi? On avait besoin, avec l'élection présidentielle de 2013, on avait besoin, tout le monde était unanime, qu'il fallait relever l'État. C'était d'ailleurs le slogan de tous les candidats. On ne relève pas l'État sur du vide. Donc on avait besoin d'unir les Maliens, de faire une union sacrée entre les Maliens et de faire face à ces crises-là. Je crois qu'à ce niveau, il y a eu de la méprise de la part des décideurs actuels. Il y a eu une méprise. Parce que ce n'est pas dans cette posture-là de division qu'on puisse relever le défi. Donc, il y a aujourd'hui, on n'a pas pu le faire pendant 2 ans. D'ailleurs, vous allez le constater, que lorsqu'on parle de révision constitutionnelle, pratiquement on est à mi-mandat de l'actuel président. Et les enjeux en début de mandat ne sont pas les mêmes lorsqu'on est en train de s'acheminer vers la fin du mandat. Donc ça va compliquer davantage les choses. Et c'est pourquoi des gens estiment qu'il faut nécessairement que les gens se concertent. Cette concertation est rendue plus nécessaire aujourd'hui par rapport aux autres enjeux, c'est-à-dire les enjeux par rapport à la mise en œuvre de l'accord et autres que par rapport à la révision constitutionnelle même en tant que telle. Nous allons à présent donner la parole à Maître Abdraman Touré. Dites-nous, Maître, est-ce que vous aussi vous pensez qu'il n'est pas du tout nécessaire d'organiser une conférence nationale avant d'aller à la réforme ou à la révision de la Constitution? Je voulais d'abord rebondir un tout petit peu sur comment on appelle ça, la voie référendaire. Parce qu'il faut se dire simplement que lorsqu'il y a une modification de Constitution, il y a 2 voies. Il y a soit la voie référendaire, notamment qui consiste à soumettre la chose aux parlementaires, si c'est d'origine parlementaire plutôt. Il y a aussi la voie allégée qui consiste à organiser les référendums sur des projets de révision émanant de l'exécutif. Dans le cas actuel, apparemment, c'est un projet qui va émaner pratiquement de l'exécutif, donc la procédure va être un peu plus allégée et beaucoup plus facile à faire compte tenu du contexte sécuritaire. Mais pour revenir maintenant à votre question que j'ai déjà presque oubliée, c'était quoi déjà la question? Allô? Alors, la question, c'était... Alors, vous nous entendez, Maître Touré? Oui, ça crache un peu. Oui, voilà, la ligne est bonne. C'était juste pour savoir si, à votre avis, il est nécessaire d'organiser une conférence nationale avant d'aller à cette réforme. Oui, moi je pense qu'effectivement, si on veut rester conforme à l'esprit même de l'accord, il faut impérativement qu'on aille vers cette conférence d'entente nationale. Et je pense que nous avons trop tardé déjà parce que la conférence d'entente nationale fait partie des principes même pour la mise en œuvre de l'accord. Tant qu'on n'a pas cette conférence d'entente nationale, moi je pense qu'on ne pourra pas suffisamment avancer. C'est le seul espace qui nous permettra vraiment de débattre de toutes ces questions, de parler vraiment à bâton rompu entre Maliens et voir qui a fait quoi et pour essayer maintenant d'aller devant pour sortir de cette situation. Avant la conférence d'entente nationale, je pense que tout acte qu'on posera risquerait de se retourner contre nous parce qu'on n'a pas encore ce cadre de partage, ce cadre d'échange et ce cadre aussi de réflexion sur des sujets profonds de la nation. L'accord a effleuré beaucoup de questions et les a renvoyées aussi au niveau de la conférence d'entente nationale. Ça, c'est des questions vraiment qui sont préalables et fondamentales vraiment avant qu'on aille vers la mise en œuvre de l'accord. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a trop traîné et je ne sais même pas pourquoi on attend encore
avant d'organiser cette conférence internationale. Votre réaction, Chaka Tchablé Doumbia? J'aimerais juste essayer de réagir sur ce qu'a dit tout à l'heure, docteur. C'est-à-dire que l'initiative provient de l'exécutif ou bien du législatif. La Constitution que nous avons dit que la révision de la Constitution ne devient définitive qu'après être approuvée par un référendum. Donc, je vais juste dire que ça provient du législatif ou de l'exécutif, c'est le peuple qui va entériner la décision. Ceci étant, pour ce qui concerne l'organisation d'une conférence d'entente nationale, ça a été dit par l'accord. L'accord dit qu'une conférence d'entente sera organisée durant la période intérimaire avec le soutien du comité de suivi et sur la base des représentations équitables des partis en vue de permettre un débat approfondi entre les composants de la nation malienne. Donc, si on s'en tient à cette disposition et qu'on veut réviser la Constitution, il va de soi d'abord qu'on ait cette conférence nationale avant de passer à la révision de la Constitution. Parce que c'est cette conférence nationale qui doit traiter les problèmes qui ont découlé de cette crise. Draman Diarra, il y a des observateurs qui disent qu'il faut certainement remettre sur la table les rapports d'Abba Diawara. Alors, dites-nous, ces rapports quand même à une période précise. Est-ce que le contexte n'a pas un tout petit peu changé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se servir de cela comme base? Après Daba Diawara, et le rapport Daba Diawara, il y a eu les événements. Il y a eu ces événements gravissimes qu'on connaît, dont un coup d'État. Je dis donc qu'après le rapport Daba Diawara, il y a eu des événements gravissimes, dont un coup d'État, dont la gestion a vraiment interpellé, au-delà du Mali, a interpellé la communauté internationale. Et ça a vraiment ouvert les analyses sur beaucoup de perspectives. Donc, rien qu'à cet égard, il y a lieu quand même d'adapter toujours les conclusions issues de cette commission-là, qui était présidée à l'époque par Daba Diawara. Et au-delà, il faut arrondir les angles au texte retiré au temps du président Alpha et intégrer, parce que on réforme une loi pour l'adapter quand même à l'actualité et à l'avenir, et prévoir l'avenir dans le texte. Et il va sans dire qu'il va y avoir probablement des aspects qui n'ont jamais été abordés avant et qu'on sera appelé aussi à discuter et à adopter lorsqu'il va s'agir de réformer la Constitution. Alors, à présent, nous avons Maître Abdraman Touré qui est en ligne. Dites-nous, Maître Touré, le rapport d'Abba Diawara reste-t-il toujours d'actualité, même après les événements de 2012? Oui, moi je pense que le rapport d'Abba Diawara est une mine d'informations. C'est un document qui a eu le mérite d'avoir été élaboré avec des experts, des personnes très qualifiées en la matière qui ont pu produire un document de cette envergure. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut s'inspirer de ce document car il y a des choses intéressantes dedans. Il y a aussi des choses qui se sont passées depuis le rapport d'Abba Diawara jusqu'à ce jour, notamment les événements relatifs au décrochage brutal du coup d'État. Donc il faut tirer leçon de cela. Certains en avaient parlé à l'époque. Mais c'est dire que nous sommes dans un système, nous sommes dans des pays où nous sommes assez fragiles. Il y a des choses qui ne peuvent pas faire l'objet de modifications. Il y a également des choses sur lesquelles nous devons être beaucoup plus regardants. Par exemple, prenez la question des modifications des mandats qui interviennent très souvent dans les pays africains. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ce problème au Mali, on a d'autres problèmes. Au même titre qu'un autre texte de la Constitution qui interdit, par exemple, le fait qu'on fasse un référendum sur la forme républicaine, la laïcité de l'État, ça c'est des sujets qui ne peuvent pas faire l'objet de modifications. Pourquoi ne pas penser aussi maintenant à mettre la modification de la Constitution, notamment en touchant l'article qui fait sauter le verrou de la limitation des mandats? Ça peut être une parade déjà, on n'en est pas là, mais pourquoi ne pas dire aussi que les mandats également, les articles portant sur la limitation du nombre de mandats ne peuvent pas faire l'objet de modifications constitutionnelles. Là, on trouvera une solution à la source même des problèmes que d'autres pays connaissent au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que nous avons d'autres problèmes. La question également des Maliens qui portent des armes contre leur pays. En France, ils sont en train de parler de la déchéance de nationalité.
Donc, quand on prend des armes contre son pays en France, on est déchu de sa nationalité, on est apatride. Au Mali, il faut qu'on réfléchisse également à ces choses-là parce que dans l'accord issu du processus d'Alger, il manque aussi des garanties de non-récurrence en ce qui concerne la prise des armes. Les garanties de non-récurrence, ça c'est au niveau de la justice transitionnelle, etc. Mais pour les personnes qui prennent les armes contre leur pays, et les signataires de cet accord également n'ont donné aucune garantie qu'ils ne porteront plus les armes. Donc on réfléchit à toutes ces situations et qu'on puisse trouver des astuces qui nous permettent de verrouiller la situation de sorte qu'on ne puisse pas prendre tout le temps les armes contre ce pays et trouver des arrangements politiques. Parce que si on fait un verrouillage au niveau constitutionnel, il va sans dire que les politiques eux-mêmes, même s'ils voudront faire des choses, même s'il y a des pressions, ça va être difficile parce que le niveau de verrouillage est suffisamment élevé et suffisamment bétonné pour pouvoir continuer vraiment à naviguer dans tous les sens. Voilà un peu de petites choses comme ça, des réflexions de ce genre, tirées des vécus du Mali de ces 2-3 dernières années qui nous permettront d'étoffer un tout petit peu plus la Constitution. Dans le projet d'Aba Diawara aussi, puisqu'on parle de cela, il y avait été question aussi de mettre, comme on appelle la charte du Mandé, comme étant principe, source d'inspiration. Là aussi, il faudrait beaucoup réfléchir parce que la charte du Mandé également est sujet à discussion en ce qui concerne son caractère droit de l'homme ou pas. Donc, c'est des choses sur lesquelles il est bon maintenant de réfléchir avant d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a toute une phase quand même de réflexion préalable, de leçons à tirer des vécus du Mali de ces dernières années avant d'aller vers cette modification. Et je rappelle à mon ami également, celui Seblin Doumbia, que l'Assemblée nationale, aussi, c'est la représentation du peuple. Voilà. Oui, pour ce qui concerne le cas du rapport d'Aba Diawara, ce rapport a été publié après 2 décennies d'exercice démocratique et donc des insuffisances ont été constatées. Et ce sont ces insuffisances qu'on avait voulu corriger dans la nouvelle constitution. Et entre-temps, il y a eu les événements de la crise. Donc, il y a des dispositions dans ce rapport qui, naturellement, peuvent être maintenues. Les dispositions relatives, par exemple, au Sénat, on en a déjà discuté. Ces dispositions peuvent être d'actualité dans la nouvelle constitution. Et en plus de cela, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, il faut tirer les enseignements de ce qui vient de se passer pour que, après avoir adopté la nouvelle constitution, il n'y ait pas d'autre religion constitutionnelle, qu'on ne tombe pas dans une sorte d'insécurité juridique. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle que vous suivez le grand dialogue qui s'intéresse donc aux réformes ou à la révision constitutionnelle qui doit donc avoir lieu au Mali courant en 2016. Pour en parler, je rappelle que nous avons 4 invités. Maître Abdraman Touré qui est avocat au barreau. Nous avons Draman Diara ici présent dans ce studio. Il est le président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali. Il est juriste. Chaka Tcheblé Doumbia est aussi là. Il vient du Centre d'analyse politique et économique. Alors, pour l'instant, nous avons des difficultés à joindre Adam Cham qui est donc éditorialiste. Alors, réforme constitutionnelle, on en parle, vous l'avez tous dit ici, on ne connaît rien, ni du calendrier, ni même des contours. Alors, dites-nous, sur quoi doit-on être particulièrement regardant si cette réforme avait lieu, Trapandjara? Vous savez, je vais vous surprendre sur cet aspect-là, parce que moi, contrairement à ce que beaucoup de gens défendent, notamment les institutions de la République demeurent au centre de la réforme constitutionnelle. Quel que soit avant ou aujourd'hui, c'est un problème récurrent. Et je trouve, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a lieu de procéder à un recentrage des institutions de la République. Parce que j'ai trouvé actuellement certaines institutions qui ne sont pas très utiles à mon avis. Et d'ailleurs, lorsque la commission d'Aba Diawara était à l'œuvre, j'étais de ceux qui critiquaient fortement la campagne par rapport à un Sénat. Un Sénat, pourquoi? Et là, je n'étais pas du tout d'accord par rapport à cela. Et donc, l'enjeu fondamental, c'est au niveau des institutions. Mais il peut y avoir d'autres aspects. Le mode, il faut ouvrir le débat par rapport au mode d'élection même du président de la République. Est-ce qu'il faut
on est d'accord que ce soit toujours le scrutin majoritaire, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être envisager le scrutin majoritaire à un tour? Je crois qu'il faut ouvrir les débats par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que ça fait moins de dépenses ou bien? Bon, c'est facile de dire ça fait moins de dépenses, ça c'est un aspect. Mais est-ce que si on fait 2 tours, quels sont les avantages qu'on tire de ça? Parce que nous n'avons pas vu que le fait d'aller à 2 tours a pu faire augmenter significativement le taux de participation. Donc, ça, c'est une donne. Et aussi, il y a des questions qui ne sont pas directement abordées dans la Constitution, parce que si le scrutin majoritaire à un tour a quand même pour vertu de réguler même le système politique dans notre pays. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui se mettent dans la danse en ne pensant pas véritablement à être président de la République, mais à monnayer leur participation en cas de deuxième tour. Donc c'est positionné tout simplement. Donc, oui, parce que là, ça va réguler. Il y aura une régulation systématique à ce niveau-là du système politique. Et pourquoi ne pas, au niveau aussi de l'élection des députés, aller peut-être au système, ne pas recourir systématiquement au scrutin de liste aussi à ce niveau. Aller avec le scrutin uninominal. Et cela fera en sorte que des députés ne cesseront pas faire supporter par d'autres sans être même connus des citoyens. Il faut que ce soit une véritable compétition et que les citoyens choisissent en connaissance de cause. Parce qu'ils élisent souvent des gens sur des listes, des gens qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui vont malheureusement parler en leur nom. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui sont vraiment importants à mon avis et nous devons y revoir à ce niveau-là. Et puis, nous sommes en train de faire comme aux États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis, l'élection présidentielle, c'est le 2e mardi du mois de novembre. Mais nous, il n'est pas nécessaire, à mon avis, de fixer le jour d'élection à un dimanche. Et je crois qu'à ce niveau aussi, il faut que le débat se fasse. Et sans compter que dans le jeu institutionnel, c'est-à-dire les rapports entre les institutions, nous devons véritablement repenser ces aspects-là aussi. Et vous voyez que la matière ne manque pas par rapport à cette télévision-là. Mm-hmm. Alors, Maître Abdraman Touré, c'est presque sûr qu'au centre de la révision ou des réformes, il y aura la nouvelle donne liée à la crise. Mais doit-on oublier les institutions de la République? Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord, en parfaite harmonie avec les développements de Dramane Diarra, comme il vient de le dire. C'est vrai qu'à ce niveau, il faut éviter la multiplication et le chevauchement des institutions pour des questions vraiment qu'on peut gérer de manière beaucoup plus optimale. Nous sommes un pays pauvre avant tout. Lorsqu'on multiplie les institutions, c'est le chemin le plus court pour aller vers la cacophonie. Et puis, ça peut également donner l'impression que c'est des deux garages où on veut caser des gens fatigués politiquement, etc., etc. Mais au-delà de tout ça, ce qui est fondamental et qu'il ne faut pas oublier, il y a une réflexion de fond qu'il faut mener à ce niveau. Il faut avoir le courage d'aller au débat. Je m'attaque notamment au scrutin majoritaire à 2 tours parce que les problèmes qu'on a généralement dans notre société, c'est qu'on se plaint après les élections que les politiciens ont partagé le gâteau. Il y a eu des alliances, souvent contre nature, des choses inimaginables entre des partis qui n'ont rien à voir. Mais pour le bénéfice du second tour et les retombées quand même de l'accession au pouvoir, on se met ensemble. Après, maintenant, on assiste à un partage de pouvoir. Le gouvernement actuel, c'est le gouvernement, en tout cas dans l'histoire du Mali, c'est rarement vu un gouvernement où il y a au moins 5 ou 6 chefs de partis politiques qui sont ministres. Donc, c'est un véritable partage de gâteau. Pour éviter ce genre de situation, les réponses peuvent être trouvées au niveau de la Constitution elle-même. Lorsqu'on interroge le mode d'accession de nos responsables au pouvoir, on se rend compte que l'une des failles se trouve à ce niveau. Le scrutin majoritaire à un tour, c'est le vrai scrutin. C'est le scrutin qui permet de choisir la personne qui a été réellement admise, mais pas qui a été réellement, élu. Je suis enseignant, le mot admission me vient très souvent. Donc, quand on va dans le système à 2 tours simplement, ça veut dire qu'on donne l'occasion, n'est-ce pas, aux formations politiques de se coaliser cette fois-ci contre, souvent les intérêts même de la population.
lorsque c'est un scrutin à un tour, le président il est élu point barre. Il n'y a pas de mouvance présidentielle, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas de parti satellite, il n'y a pas toutes ces choses néfastes qui polluent l'environnement politique et qui sapent le moral des jeunes Maliens. Nous montrent tous que c'est la seule voie pour réussir. Donc on aille vers maintenant un scrutin majoritaire à un tour, c'est le vrai scrutin. Donc ça, c'est vraiment des points qui me semblent vraiment capitaux. En dehors de cela, également, l'autre point, je reviens là-dessus maintenant, qu'on interdise également dans la Constitution toute possibilité de modification du texte qui prévoit la limitation des mandats. Lorsque le mandat est fini, on ne peut même pas faire de référendum pour modifier, n'est-ce pas, et pour toucher même à cette possibilité de modification du mandat. Nous avons vu en Russie, par exemple, entre Poutine et Vladimir, la modification du mandat n'était même pas possible. Ce qu'ils ont pu faire, ils ont fait un jeu de chaises musicales. Je pense qu'on en viendra à cela lorsqu'on trouvera le premier verrou à la modification des textes maintenant verrouillant la limitation des mandats. Donc ça, c'est des réflexions qui sont très intéressantes qu'on peut mener et qui doivent être menées dans le cadre de cette modification qui interpelle chacun des Maliens et qu'on ne reste pas dans nos coins, qu'on aille tous au débat, qu'on produise et qu'on propose des choses pour le bonheur et l'honneur de tous les Maliens cette fois-ci. Chaka Tchablé Doumbia. Ok, moi, à la sortie d'une crise de cette nature où on a signé un accord qui met l'accent sur la réorganisation du territoire, moi je ne serais pas surpris qu'on soit beaucoup regardant sur l'aspect régionalisation dans le cadre de cette révision. Ça, c'est dans le cadre de l'accord. Mais moi, quand on me pose aujourd'hui la question, quels doivent être les points sur lesquels on doit être beaucoup plus regardant, le docteur Touré a parlé par exemple des verrous constitutionnels. Je pense qu'il faut bien observer ces verrous et qu'on ne les saute pas, notamment la forme républicaine de l'État, la laïcité de l'État. Et donc, ce sont des points qu'on ne doit pas du tout toucher. Et en plus de ça, tout ce qui rentre dans le cadre de la consolidation de cette démocratie, en mettant l'accent sur l'aspect institutionnel, comme a été dit tout à l'heure, en mettant l'accent sur également le suffrage, je pense que ce sont des points qui peuvent ressortir. Alors, il nous reste très peu de temps. On va tenter un dernier tour de table. Il y a un spécialiste qui propose, en cas de réforme, d'intégrer un alinéa au niveau de l'article 25 qu'il formule ainsi: le Mali est un État unitaire décentralisé ou le Mali est un État unitaire, son organisation est décentralisée. Qu'en dites-vous en deux mots, Dramane Diarra? Je n'ai pas tout à fait compris la question de cet observateur. Voilà, il disait qu'il faut un alinéa qu'il faut ajouter donc à l'article 25. Il formule ainsi: le Mali est un État unitaire décentralisé ou le Mali est un État unitaire, son organisation est décentralisée. C'est important selon vous? Un État décentralisé ou son organisation décentralisée. Bon, je ne pense pas que de telles affirmations soient fondamentalement nécessaires, parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est les institutions prévues dans la Constitution et l'agencement, les relations entre ces institutions qui va déterminer cette nature de l'État. Donc, parce que de fil en aiguille, si on adoptait cette consonance-là, il n'est pas exclu prochainement qu'on arrive à dire que le Mali est un État fédéral. Alors, Siaka Tchablé Doumbia. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut insérer cette partie dans l'article 25 parce qu'il est dit dans la Constitution que nous avons que les autorités sont créées par la loi et ils s'administrent librement. Et donc, la décentralisation, ça dépend des niveaux. Et donc, je trouve déjà que la décentralisation est annoncée dans la Constitution. Je ne vois pas pourquoi il faut insérer ça dans l'article 25. On va conclure avec vous, Maître Abdraman Touré. Vous êtes toujours en ligne. Oui. Oui, allô? Allô? Écoutons, nous vous entendons, Maître Touré, allez-y. Oui, non, c'était juste pour dire que je suis parfaitement d'accord avec mes deux copanélistes et j'ai vraiment pas bien compris aussi le texte que vous avez lu. Il y avait un problème de communication. Et donc, en dernier mot, simplement, ce que je peux dire simplement, c'est merci au studio Tamani et merci à Draman et à Siaka Tchablé Doumbia d'être venu, de s'être entretenu avec nous sur ce sujet aussi passionnant qu'intéressant. Alors nous, on vous dit merci infiniment, merci pour votre disponibilité. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que le sujet, c'était la réforme constitutionnelle ou la révision constitutionnelle prévue au Mali courant 2016. On prit part au débat. Maître Abdraman Touré, il est avocat au barreau. Dramane Diarra, le président de l'association de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, était également là. Il est juriste.
Toujours dans ce studio, il y avait Siaka Tcheblé Doumbia. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre Adam Cham, éditorialiste. Nous croyons que nous aurons l'occasion de le faire pour le prochain débat. Réalisation Ousmane Djadja Touré, mise en onde Mamadou Diawara, à la présentation Seydou Fomba. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.